Bonjour à toutes et à tous et merci donc de nous retrouver pour cette 7e édition des lives IMT pour l'industrie du futur. Je me présente, donc je suis Martine Assar, responsable de l'Observatoire des métiers à la Direction générale de l'Institut Mines-Télécom, et je pilote avec nos étudiants ces émissions pour partager donc avec eux et avec elles les évolutions du secteur industriel sur tous les registres, aussi bien technologiques qu'organisationnels et managériels. Nous échangerons donc ce soir autour de la robotique industrielle, un marqueur incontournable de l'industrie du futur au 4.0, pour faire un point sur sa place dans notre pays, pour comprendre son rôle essentiel dans les entreprises, en quoi les robots contribuent au maintien de leur compétitivité, voire à la doper aussi. Quelles technologies sont associées à la robotique, quelle place dans ces nouveaux environnements, plus robotisés et automatisés pour l'humain? C'est ce que nos différents invités nous présenteront ce soir dans leurs interventions. Et avec moi ce soir, donc un étudiant, une étudiante et une alumni. Alors je crois que Noah, qui est notre étudiant, sera un petit peu en retard. Donc voilà, donc c'était pour vous le présenter quand même. Donc c'est Noah Colla, qui est donc élève dans notre école des mines de Saint-Étienne. Et là, je te passe la parole et ensuite à Louise. Merci Martine, bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle Ella Sana et je suis en dernière année d'école d'ingénieur à IMT Atlantique. Je vais animer une partie des échanges. À toi, Louise. Bonjour, Louise Levanzuc. Je suis alumnée d'IMT Atlantique également et je vais réaliser l'introduction de ce live avec Frédéric Ronald. Merci Louise. Alors, quant à nos invités, donc vous êtes nombreux ce soir à participer, je vous en remercie. Alors, je vous les présente rapidement, chacun aura loisir de se présenter lors de sa prise de parole. Donc, avec nous ce soir, donc Fabien Badet, qui est ingénieur de recherche à notre école des mines de Saint-Étienne, Bruno Grandjean, CEO de Redex Group, Pierre Lambourg, qui est business développeur fabrication chez Arcan System France, Christophe Pérez, qui est Application Engineer chez Festo France. Ah zut, que se passe-t-il? Est-ce que vous me voyez? Oui. Alors moi, je ne vois plus rien, c'est un petit peu embêtant. Frédéric Ronald, bon, je continue quand même, directeur industrie, transport et logistique chez Arkea Banque, entreprise et institutionnelle. Patrick Viry, qui est donc responsable supervision et automatisme industriel chez Schmidt Group. Donc, avant de démarrer ces échanges, alors par contre, de mon côté, c'est bon, j'ai récupéré l'écran. Donc, avant de démarrer, effectivement, je vous propose rapidement un petit sondage qui permet simplement de mieux vous connaître. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Oui. Voilà. Impeccable. Et ensuite, je vous invite également donc à poser vos questions tout au long des interventions pour que nous puissions en fin d'émission y répondre. Alors, sans trop tarder, Louise, je te donne la main pour faire cette petite capsule d'introduction avec Frédéric. Merci beaucoup. Merci beaucoup Martine. Encore bienvenue à tous pour ce live autour de la robotique. Frédéric, je vais te laisser la main pour que tu nous dises un peu ton point de vue sur cette thématique, s'il te plaît. Alors, merci Louise. Bonjour à tous. C'est toujours très difficile pour moi de parler devant des spécialistes que je ne suis pas, hein. Je rappelle que je ne suis qu'un modeste banquier, et encore moins et surtout pas un industriel qui utilise la robotique. Moi, je n'utilise pas de robotique. Et donc, ce que je vais essayer de faire, c'est vous donner quelques chiffres, hein, pour situer le contexte, et puis peut-être quelques réflexions personnelles, puisque si je n'utilise pas de robots, j'en ai par contre beaucoup financé auprès de nos clients industriels qui les utilisent. Donc, quelques remarques ou quelques réflexions personnelles, et puis je pense que les spécialistes qui sont autour de ce call, de cette visio, de cette conférence, pourront évidemment largement préciser ce que je suis en train de dire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par robot? Évidemment, c'est un terme qui fait partie de l'imagination et pas simplement des amateurs de science-fiction. En fait, ce sont tous les systèmes automatisés qui visent à remplacer l'homme sur un certain nombre de tâches qui, au départ, sont répétitives. Alors, on a bien eu 2 générations de robots, hein, on le constate bien, des robots au départ qui visaient simplement à exécuter les tâches répétitives, hein, pour sortir de l'usine que nous montrait Charlot dans son film, où finalement on avait des hommes qui répétaient le même geste à longueur de journée. Eh bien, les machines sont venues les remplacer en faisant ces gestes plus précisément, plus longtemps et sans subir ni la fatigue, ni un certain nombre
d'inconvénients que l'homme pouvait subir. Donc, ces robots de première génération, je dirais, ont été progressivement ont été complétés par des robots d'une deuxième génération, cette industrie 4.0, ces robots de 4.0 qui étaient devenus des robots intelligents. Alors, c'est toujours un peu paradoxal et ça fait toujours un peu peur de parler d'un robot intelligent, mais en tout cas des robots qui avaient des capacités bien supérieures à la première génération et qui étaient capables d'analyser ce qu'ils faisaient, d'apporter des informations pendant tout le process de production, de pouvoir de modifier leur action, et même des robots qui, dotés d'intelligence artificielle, étaient capables de progresser, donc d'analyser ce qu'ils faisaient, d'analyser leurs erreurs et d'être capables de les corriger. On est très loin de l'intelligence humaine, mais en tout cas des robots qui avaient une capacité à s'adapter à leur environnement. Alors, il y a un rapport qui a été produit il y a quelques semaines qui fait l'état un peu de la robotique dans le monde. Et l'année 2021 a été une année faste, puisque pour la première fois dans le monde, eh bien, on a produit en 2021 plus de 500 000 robots. C'est la première fois que ce cap des 500 000 était franchi, alors avec des disparités très importantes, puisque le premier fabricant de robots dans le monde et le premier utilisateur reste la Chine. Sur ces 500 000 robots qui ont été mis en service en 2021, eh bien 270 000 ont été mis en service en Chine, la Chine écrasant de tout son poids la robotique mondiale. Le numéro 2, c'est le Japon, avec un peu moins de 50 000 robots mis en service en 2021. Évidemment, on est très loin, 270 000 d'un côté, 50 000 de l'autre. Le premier européen, eh bien, ce sont les Allemands, à la 5e place, avec 24 000 robots. Le deuxième européen sont les Italiens et nous sommes à la 3e place, à la 8e place mondiale avec 5 900 robots. C'est une progression importante puisque nous approchons des 50 000 robots utilisés dans l'industrie française et en 2021, c'est une croissance de 11%. Depuis quelques années, dans l'industrie française, eh bien, l'utilisation des robots progresse. Et nous allons atteindre un chiffre qui était probablement inespéré il y a quelques années de ces fameux 50 000 robots. Alors là-dessus, on est assez, il y a une forme de disparité entre les robots de première génération dont je parlais, qui sont ceux qui se développent le plus aujourd'hui dans l'industrie, puisque globalement, 22% des industriels aujourd'hui en sont équipés. Alors, si on regarde les grands groupes industriels, et je vous livrerai une de mes réflexions sur le sujet, les grands groupes industriels, eux, sont équipés à plus de 30%, ce qui veut dire qu'il y a une disparité, et encore une fois, il y a, entre les entreprises industrielles les plus petites et les industriels les plus grands qui sont mieux équipés en robots, qui sont plus robotisés que les plus petits industriels. Évidemment, il y a aussi une disparité entre ces robots de première génération et de deuxième génération, puisque les robots de deuxième génération et les cobots, même s'ils progressent, eh bien, restent quand même à moins de 10% des robots utilisés dans les industries, que l'on soit un grand ou un petit industriel. Donc, on voit bien que notre industrie se robotise. Elle se robotise avec des robots qui sont plutôt là pour essayer de gagner en productivité sur des tâches répétitives qui viennent industrialiser quelque part des process. Il y a un peu de retard sur les robots de deuxième génération. On progresse, mais on progresse un petit peu moins vite. Et bien évidemment, on est encore assez loin de certains de nos concurrents européens, les Italiens et les Allemands. Les Allemands étaient largement en tête. Et puis, on est très loin de ce que font aujourd'hui les Asiatiques, que ce soit les Japonais, les Coréens ou les Chinois, qui trustent les premières places devant les Américains. Alors, qu'est-ce que ces réflexions, quelques réflexions autour de ça que je vous livre, et cela n'engage que moi. La première question que l'on pourrait se poser, c'est d'où viennent ces robots. Et finalement, on s'aperçoit que malheureusement, en France, beaucoup des robots qui sont utilisés par les industriels français ne sont pas fabriqués en France. Alors, vous savez que Industrie du Futur a lancé une plateforme destinée à essayer de favoriser les achats franco-français en disant « vous avez besoin de matériel, vous avez besoin d'investir dans votre entreprise, vous avez besoin de moderniser vos usines, eh bien, essayez plutôt de faire appel à des fabricants, à des prestataires français, parce qu'effectivement, eh bien, même si nos industries se robotisent
aujourd'hui et si ça s'accélère en France comme dans le monde, eh bien, la question est de savoir qui vend ces robots. Et moi, les derniers robots que j'ai vus, j'en ai vu encore il y a 3 jours dans une entreprise nîmoise, eh bien, venaient d'un peu partout, et notamment d'Europe, d'Italie par exemple, mais très peu de ces robots étaient français. La deuxième réflexion que je me fais, c'est finalement, est-ce que l'industrie française a le choix ? Et probablement que la réponse, à mon sens, est non. C'est-à-dire que si l'on veut non seulement conserver une industrie en France, mais redevenir un pays industriel, nous n'aurons pas d'autre solution que de développer notre productivité. Nous avons, des ressources, et notamment les ressources humaines, qui sont relativement chères par rapport à certains pays à faible coût de main-d'œuvre. Et la seule solution que nous avons, c'est de robotiser, d'automatiser, de gagner de la productivité par l'automatisme pour être en capacité de rester compétitif vis-à-vis d'un certain nombre de nos concurrents. Et puis le deuxième pilier de cette industrie à la française, pour moi, c'est vraiment l'innovation. Et encore une fois, toute cette automatisation et tous ces processus peuvent faire partie de cette innovation à la française. Donc, première réflexion, pour moi, il n'y a pas de débat possible. On doit, en France, devenir une industrie innovante qui s'automatise, qui se modernise. L'industrie 4.0, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour non seulement conserver nos industriels, mais essayer de réindustrialiser la France, puisque c'est bien ça qu'on veut faire. L'autre réflexion qui me vient, c'est la réflexion sur l'emploi. L'industrie est un des secteurs et un des nombreux secteurs malheureusement qui sont en tension. Et si c'est une vraie fausse bonne idée que de dire finalement les machines vont remplacer les hommes, parce que je pense que les machines ne solutionneront pas les problématiques de tension sur l'emploi, puisqu'en fait on va aller rechercher pour piloter ces machines des personnels très qualifiés qu'il sera difficile de trouver. Donc, je ne crois pas que les machines vont résoudre le problème des secteurs en tension. Par contre, ce qu'elles vont résoudre, c'est peut-être le sujet de l'attractivité. Parce que cette industrie du futur, cette industrie extrêmement moderne, extrêmement automatisée, avec des outils à très haut niveau technologique, eh bien, elle est probablement de nature à intéresser nos jeunes et à redonner à l'industrie une attractivité. Vous savez qu'on fait beaucoup, on travaille beaucoup sur ces sujets. Ces lives que nous faisons avec nos étudiants des écoles d'ingénieurs sont bien destinés à ça. Eh bien, je crois que si on arrive à mettre en avant ce qui est une réalité de l'industrie d'aujourd'hui, alors pas encore chez tous nos industriels, mais on commence à avoir vraiment des effets très, très visibles, eh bien, on pourra rendre ce métier encore plus attractif. Donc, probablement pas résoudre les problématiques de ces tensions sur un certain nombre de spécialités de l'industrie, mais peut-être, en tout cas, sur un sujet d'attractivité. Et puis enfin, le dernier point, et là, je reprends ma casquette de banquier et de financier, c'est que malheureusement, on n'est pas tous égaux devant la robotisation et l'automatisation. Ce sont des investissements qui sont extrêmement coûteux. Et donc, les entreprises qui pourront investir sont celles qui auront cette capacité à lever de la dette, puisque ça paraît pas raisonnable en France de dire qu'on autofinancera la modernisation de nos sites industriels. Donc, ceux qui auront la capacité à lever de la dette, ceux qui auront des situations financières les plus favorables, seront évidemment bien mieux lotis, pourront évidemment engager des processus de modernisation, développer l'automatisation de leurs process beaucoup plus facilement que ceux qui n'ont pas ces moyens, parce que se robotiser ou s'automatiser est un processus très capitalistique qui va demander des moyens, et tous nos industriels n'auront pas les moyens, et on risque effectivement le développement de cette technologie, encore une fois, qui pour moi est absolument indispensable pour le développement et la sauvegarde et le développement de notre industrie. Eh bien, cette nécessaire modernisation ne sera pas faite de façon uniforme. Et évidemment, on va avoir ceux qui ont la capacité à porter des investissements de cette nature et ceux qui l'auront moins. Et la question peut se poser alors de la survie des industriels qui, manquant de moyens,
n'auront pas cette capacité à faire évoluer leur technologie et leurs outils de production. Voilà. Donc ça, c'est des réflexions qui me viennent sur le sujet de ces robots qui continuent toujours à faire couler beaucoup d'encre, et on entend malheureusement sur leur sujet beaucoup de bêtises, mais je suis sûr que les spécialistes que nous avons autour de la table nous aideront à y voir un peu plus clair sur la façon dont on utilise et à quoi servent les robots dans notre industrie. Merci beaucoup Frédéric pour cet éclairage et cette analyse. On commence tout de suite avec toi Ella et avec Fabien du coup. Oui, du coup on va pouvoir maintenant commencer nos échanges et je vais pouvoir interroger Fabien Badet. Donc vous êtes ingénieur en recherche à l'école de mine à IMT. Vous travaillez notamment sur les robots mobiles et les robots collaboratifs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus et nous présenter votre parcours, s'il vous plaît? Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis ingénieur de recherche en informatique. Donc j'ai une casquette un peu spécifique sur la robotique, parce qu'on va voir que ça concerne plein de domaines, je pense. Et donc je suis ingénieur de recherche à l'Institut Fayol, qui est un des 5 centres de recherche et de formation de l'école des mines de Saint-Étienne, qui est une des écoles de l'IMT, hein, bien sûr. Et la particularité de l'Institut Fayol, c'est que c'est un centre de recherche pluridisciplinaire, et on va voir que quand on parle de robotique industrielle, finalement, on va mobiliser énormément d'expertise et de discipline pour pouvoir répondre à certaines problématiques ou questions technologiques qui peuvent être posées sur la robotique industrielle. Et à l'Institut Fayol, nous, ce qui nous intéresse, c'est les transformations de 2 grands objets d'études, qui sont le territoire d'un côté et l'industrie de l'autre, on va voir aussi qui sont très dépendants l'un de l'autre finalement, et les transformations de ces objets face aux transitions sur lesquelles on est actuellement en action, qui sont les transitions numériques, écologiques et industrielles, les 3 grandes transitions du moment qui transforment quand même grandement ces objets du territoire de l'industrie. Et donc mon activité finalement au sein de l'Institut Fayol, c'est d'accompagner les projets de recherche, donc les enseignants-chercheurs, pour la valorisation et l'opérationnalisation de leurs travaux de recherche. Et plus concrètement, donc on a développé deux outils technologiques à l'Institut Fayol, qui sont la plateforme territoire pour travailler sur la gouvernance territoriale, et dans notre cas, ce qui nous intéressait, la Team Factory, qui est une mini-usine à échelle humaine, hein, donc à taille réelle, mais en petit, et qui présente tous les marqueurs de l'industrie 4.0. Quand je dis tous les marqueurs, on va parler de robots, mais il y a aussi des machines aujourd'hui connectées. On a des protocoles spécifiques pour l'industrie 4.0, de l'OPCUA, enfin on a plein de protocoles de communication pour échanger de l'information et des données entre ces machines. Et surtout aussi après, on a des humains et des systèmes d'information. Donc, c'est-à-dire, on a des ERP, des MES qui vont permettre de superviser, de planifier un certain nombre des ordres de fabrication dans ces usines. Et ce qui est très important dans l'industrie 4.0, je pense, ça a été déjà dit dans l'intro, mais je tiens à l'insister, c'est la place de l'humain dans cette évolution et dans ces transformations. Parce qu'on va voir que finalement, l'humain va reprendre une certaine... Enfin, on va considérer finalement dans la construction de ces transformations l'humain en premier. Et donc, dans l'I-Team Factory, nous, pour en revenir aux robots, on a 2 types de robots. Souvent, je ne sais pas ce qu'on imagine sur robot. Je pense que si on demande aux gens autour de nous, les robots, on imagine quand même des humanoïdes. Dans l'industrie, les robots, essentiellement, c'est des robots pour la logistique, déjà pour le transporter des marchandises, ce qu'on a longtemps appelé des AGV. Aujourd'hui, de par leur capacité d'autonomie, on appelle ça des AMR, donc c'est des robots mobiles, autonomes, parce qu'on va voir qu'ils ont une capacité à s'adapter et à anticiper un certain nombre de choses dans leur environnement de travail. Donc, on va leur mettre, il y a différents types d'AMR, on en trouve pour transporter des caisses, pour transporter des voitures. Donc, il y a différents types d'AMR en fonction des besoins de l'entreprise. Et un autre type de robots qui sont des cobots, donc on en a un peu parlé dans l'introduction, qui sont des robots collaboratifs. Donc, nous, c'est un bras concrètement qui est capable de travailler en environnement ouvert, collaboratif. Ce nom est donné aux robots, contrairement aux robots fermés, c'est aux robots qui sont en cage. C'est des robots qui sont capables de travailler sur un même atelier
avec un humain, ou avec des humains, ou avec d'autres robots, sans barrière finalement, et dans le respect, justement, en respectant l'intégrité physique de l'humain. L'intérêt des cobots aujourd'hui, c'est que ils ne sont pas destinés à une tâche particulière dans l'usine, mais ils vont être capables de travailler, ils sont flexibles et ils vont être capables de travailler à différentes missions. Donc, ça va être du débraquage, ça va être de la palettisation, ça va être de visser ou dévisser des pots, par exemple, de déplacer des objets d'un poste à un autre, bien sûr dans sa périphérique d'action. Et donc, dans cet environnement finalement complexe aujourd'hui de l'industrie de cette Retin Factory, nous avons différentes thématiques de recherche. Donc, je ne vais pas toutes les citer. Hein. L'objectif, c'est je vais en donner quelques-unes. Donc, l'une des thématiques qui nous intéresse actuellement sur des projets de recherche qu'on a avec des industriels, c'est la coordination de ces robots et la planification, c'est-à-dire comment on va adapter le processus de fabrication. Donc, si on a un ordre de fabrication, comment on va adapter cet ordre de fabrication pour prendre en compte finalement ce triplet qui travaille ensemble, qui sont l'humain, les machines et ces robots-là. Et quels sont les langages de coordination, d'action qu'on va déployer, mettre en place pour permettre de facilement piloter ces robots-là. Donc ça, c'est une thématique de recherche qui mobilise de l'informatique, de l'intelligence artificielle, etc. Une autre thématique de recherche qui me semble très importante quand on parle d'industrie 4.0 et de robotique, c'est aujourd'hui l'acceptabilité. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre d'erreurs qui ont été faites précédemment dans d'autres domaines quand on a voulu déployer des robots, hein, la santé ou autres, où finalement, il ne faut pas oublier que le robot va travailler avec d'autres personnes. C'est-à-dire que dans un monde complètement fermé, où il n'y a que des machines et des robots, le problème d'acceptabilité, on peut l'oublier. Dans un cadre de plus grande flexibilité, on a des humains, et à partir du moment où il y a ces humains-là, il va falloir travailler de comment on va faire en sorte que ces robots sont acceptés par cet humain, et comment avoir un travail efficace, un travail collaboratif efficace entre l'humain et le robot. Et donc, on a tout un axe de travail sur l'acceptabilité, et cette acceptabilité doit être prise en amont. Et on peut pas se permettre, on peut difficilement se permettre aujourd'hui de se dire on va avancer technologiquement sans prendre en compte en amont l'humain et les besoins et la manière dont on va faciliter l'intégration de ces robots aujourd'hui dans cet univers socio-technique complexe. Et enfin, un dernier point qui nous semble particulièrement important aujourd'hui pour la robotique industrielle, c'est l'interopérabilité. Et donc, on met beaucoup d'actions sur ce thème-là. Et quand je parle d'interopérabilité, finalement, c'est la cohabitation aujourd'hui de systèmes différents. Il a été dit qu'il y a de plus en plus de robots. Chaque robot a ses particularités. Chaque robot a ses façons de fonctionner. Chaque robot a ses capacités. Ce robot va arriver dans des endroits où il y a des machines déjà existantes, des systèmes existants. Donc, comment on va faire finalement aujourd'hui pour orchestrer tous ces systèmes qui existent de manière efficace et homogène, ou universelle. Je ne sais pas quel terme serait le plus adapté, mais comment on va permettre de ce travail finalement, ce travail dans ces systèmes très variés et très divers. Ça passera par, comme on a dit, dans l'interopérabilité des modèles de connaissances, la construction de modèles de connaissances, facilité de communication et de supervision de ces machines, etc. Donc voilà les grandes thématiques certaines thématiques de l'Institut Fayol sur lesquelles on s'intéresse pour la robotique industrielle. Et finalement, s'il y a un chapeau global, aujourd'hui, ces contributions peuvent être mises dans un chapeau un peu plus global qui est le jumeau numérique. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont en parler aujourd'hui, c'est-à-dire que de plus en plus, pour superviser, pour améliorer, on parlait d'améliorer la production, ça passera par un contrôle fin de son usine, un contrôle fin des différentes ressources matérielles, logicielles, humaines, à travers sûrement un jumeau numérique, c'est-à-dire un superviseur un peu plus général, dans lequel on est capable de voir ce qui se passe en temps réel et d'agir en temps réel sur son système. Voilà si je devais un peu qualifier mes activités aujourd'hui sur la robotique industrielle. C'est bien clair, merci. Là, pour vos projets de recherche, vous avez dit que vous collaborez avec des industriels. Est-ce que industriels et académiques
vous partagez la même vision, les mêmes objectifs quant à la robotisation? Quelle est la place des académiques aujourd'hui dans le développement de la robotique? Je pense que le maillage entre les deux est fort parce que la robotique, ça implique différentes strates finalement aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on parle d'évolution de la robotique industrielle, ça passera par l'évolution des robots, hein, on va le voir, je pense là, on a un échantillon d'entreprises qui vont nous présenter les évolutions sur les robots par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années. Mais cette évolution passe souvent par des recherches, par exemple, sur les capteurs. Aujourd'hui, pour qu'un robot fonctionne, il y a plein de capteurs. Ces capteurs-là, il faut faire des études, comment les améliorer, comment améliorer leur perception, comment améliorer leur efficacité, comment limiter leur consommation. On parle de plus en plus de sobriété énergétique, hein, ça passera aussi par là. Il y a des labos de recherche, hein, l'école des mines, qui travaillent sur ces aspects-là. Il y a les protocoles de communication, comme j'ai parlé, on n'a pas encore vraiment de standard, ça avance, mais on n'a pas encore de standard sur la manière de faire communiquer tous ces systèmes. Donc, il y a encore des travaux à faire, de la formalisation à avoir, de la normalisation à avoir. Il y a après, comme on a parlé de volume, on va avoir de plus en plus de robots. Il va falloir travailler sur les flottes de robots. Donc, pareil, c'est tout un travail, hein. Contrôler un robot, piloter un robot aujourd'hui, ça suppose déjà d'avoir des interfaces. Donc, bien sûr, il y a déjà des instituts, des centres de recherche qui travaillent sur les interfaces pour permettre de piloter facilement un robot à distance. Quand on parle de flotte de robots, ça rajoute des couches de contrôle, des couches de pilotage. Et ça passera par des langages de coordination, des langages de planification sur lesquels les labos de recherche ont des expertises. Et je pense que finalement, là, je vous ai fait une réponse un peu d'informaticien une nouvelle fois, mais si je pense à mes collègues, par rapport à ce que j'ai déjà dit, il y a de la réorganisation aujourd'hui de ressources et d'humains, et les sciences humaines et sociales ont déjà de l'expertise sur des réorganisations, et dans quelle mesure l'expertise qu'ils ont acquise peuvent servir après pour cette évolution de la robotique industrielle. Sur l'évaluation des systèmes aussi, on parle la technologie évolue très vite, les robots, tout évolue assez vite, les machines évoluent très vite, et à un moment donné, je pense qu'il va falloir se poser la question de comment on évalue tous ces systèmes, comment on essaie de faire une évaluation en amont, surtout, être capable de pouvoir se dire ce technologie-là ou ce site de robot va répondre parfaitement à ce besoin-là, parce que chaque besoin est différent aussi, et il n'y a pas une solution universelle, je pense, aujourd'hui. Alors, pour rebondir sur le point des capteurs, aujourd'hui, les capteurs, ils sont de moins en moins chers, ils sont de plus en plus accessibles. Ils permettent aux robots de percevoir leur environnement, d'anticiper le positionnement de l'opérateur. Quelles évolutions voyez-vous à ce niveau-là? Alors, si je parle des cobots, hein, sur les AMR, je pense la technologie est déjà bien mise en place, mais sur les cobots, on se rend compte qu'aujourd'hui, la difficulté, si on veut, quand on parle de robots qui travaillent avec l'humain, hein, donc pour moi, c'est la fonction première d'un robot. C'est-à-dire que grâce à l'industrie 4.0, finalement, on revient à la fonction première que doit avoir un robot, c'est d'assister un humain dans sa tâche. C'est-à-dire qu'un humain a une tâche métier, et dans cette tâche-là, souvent, on peut voir ça comme il y a plein de différentes briques élémentaires, et le robot va venir faciliter l'exécution de certaines briques élémentaires dans le process métier. Et la difficulté aujourd'hui, c'est cette capacité à anticiper finalement dans l'interaction, c'est-à-dire avoir une interaction entre le robot et l'humain qui est naturelle. Si je prends le cobot chez nous, donc notre bras par exemple, si l'humain s'approche, il va s'arrêter. Donc sa fonction première qui est de respecter l'intégrité de l'humain est assurée. Mais par contre, dans le travail, si moi je vais aller derrière le robot, je vais être gêné. Le robot est arrêté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adaptation de l'environnement. Enfin, il n'y a pas d'adaptation. C'est en cours, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et pareil, dans la manière dont il détecte l'humain aujourd'hui, il y a différentes technologies. Il y a souvent, c'est du retour de force. C'est-à-dire que le robot va toucher l'humain ou l'humain va toucher le robot. Ça dépend dans quel sens on se place. Et le robot va s'arrêter parce qu'il a vu l'humain, finalement, il l'a perçu avec ses capteurs. Il y a des nouvelles technologies qui sont avec des couches capacitives, c'est-à-dire qu'on évite… Le toucher n'est pas bon.
malheureusement, en termes d'acceptabilité. Toucher quelqu'un quand on a un espace vital, entre guillemets, hein, même avec les autres, hein, entre humains, hein, se toucher comme ça en permanence quand on travaille, c'est pas toujours bien accepté. Et ben, c'est pareil pour les robots. Et donc, il y a des couches capacitives aujourd'hui qui sont développées pour éviter que le robot ou que l'humain vienne se toucher et que ça s'arrête un peu avant. Maintenant, il y a tout un travail à faire et ça passera aussi par les capteurs, ça passera par des technologies d'intelligence artificielle, etc., pour permettre d'éviter le contact, bien sûr, mais pouvoir faciliter finalement, essayer de comprendre ce que veut faire l'humain, que l'humain comprenne ce que veut faire le robot pour avoir une interaction plus saine finalement et plus vertueuse dans le travail. Et ça passera par une évolution du matériel, du logiciel, de la capacité à voir, hein, la capacité que le robot a à voir et la capacité à comprendre, c'est-à-dire dans quelle mesure on rend compte de ce que fait le robot à l'humain. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui aussi, je pense. Parfait. Merci beaucoup pour ces éclairages et pour vos réponses. Et j'invite nos spectateurs à poser leurs questions. Je vois déjà qu'il y en a une. On va pouvoir la poser tout à l'heure. Et je vais poursuivre maintenant avec Patrick Véry. Donc, vous êtes responsable robotique industrielle depuis 14 ans chez Schmidt Group et vous avez une expérience d'une vingtaine d'années dans l'industrie. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours et nous expliquer le cœur de votre métier? Oui, bonjour à tous. Merci de m'inviter à ce webinaire. Très heureux d'être avec vous. Rapidement, Patrick Véry, ça fait, comme vous l'avez dit, 20 ans que je suis dans l'industrie. J'ai travaillé pendant une petite dizaine d'années dans le domaine vinicole et je suis parti du vin de la cuisine puisque j'ai intégré il y a 14 ans Schmidt Group. Et Schmidt Group, en quelques mots, c'est le fabricant pour les marques Schmidt et Cuisinella. Donc, ils sont bien connus en tant que cuisinistes, mais également fabriquons tout ce qui est meubles de salle de bain ou meubles d'habitat. Donc, en quelques mots, Schmidt Group, c'est 6 usines, 6 sites de production, 210 000 m² au cœur de l'Europe, 1700 collaborateurs. On fabrique plus de 5000 meubles par jour, ce qui représente à peu près 1000 cuisines par jour qui sortent de nos usines. Voilà. Je ne sais pas si après derrière vous affichez le support, ça permettra d'illustrer un petit peu le thème. On ne le voit pas. Non, je l'ai partagé, Patrick. Il ne s'affiche pas? Non, il ne s'affiche pas, non. Zut. Bon, pour moi, il est en ligne. C'est pas grave. Donc, en quoi la robotique finalement est utilisée chez nous? Donc, on se posait la question, tout à l'heure de finalement quels sont les robots qu'on a, que nous avons. Alors, chez Schmidt Group, on utilise 2 grandes familles de robotique. Des robots 4 axes, 6 axes. Donc, ce sont des robots articulés qu'on voit très présents dans le domaine de l'automobile notamment. Eh bien, nous, on les utilise principalement pour tout ce qui est manutention, pour réduire finalement la pénibilité au poste de travail. Et on l'utilise également dans d'autres domaines. Et depuis une quinzaine d'années, on a eu une évolution assez importante dans le domaine de la robotique. On a commencé avec 4-5 robots il y a 14 ans. Et aujourd'hui, on a un parc industriel avec 120 robots. Et dans les années à venir, on va encore investir et augmenter notre parc encore de 20 à 30%. Donc, la robotique nous permet de faire de la manutention, mais elle nous permet également de faire d'autres process ou de faire évoluer nos process, nos lignes de production, parce qu'au même titre que les produits que nous fabriquons, ce qui nous différencie Schmidt par rapport à d'autres fabricants, d'autres cuisinistes, c'est principalement que notre offre est très complexe et très diversifiée. En tant que consommateur, nous sommes capables de livrer aux consommateurs des produits sur mesure. Le coloris, la dimension, les options font qu'on a une diversité de production qui est très importante, qui rend complexe le système de production, mais vu que nous l'avons conçu comme ça depuis 30 ans. Et donc, notre système de production permet de répondre aux besoins du client qui veut une cuisine sur mesure. Et pour pouvoir y répondre, la robotique
à travers l'automatisation, l'industrie 4.0, et la robotique finalement n'est que le bras armé, ou n'est que la partie mécanique qui va réaliser les opérations mécaniques, soit dans le transport, soit dans l'assemblage, soit dans des opérations de process, permettent de répondre à ce besoin finalement de production en flux tendu et de flexibilité. Et là où la robotique, en tant qu'industriel, a été intéressante pour nous, alors j'en ai déjà parlé avant, c'est la partie réduction de la pénibilité, puisqu'on fait du transport et finalement de la manipulation de pièces. Et donc, ça nous permet de lutter contre les troubles musculo-squelettiques. Et donc, nos opérateurs, nos conducteurs en production sont devenus des conducteurs de ligne et pilotent nos installations et se concentrent sur la valeur ajoutée des installations. Le deuxième intérêt de la robotique, c'est la fiabilité. Un robot, qu'il soit 4 axes, 6 axes ou même la partie AGV, on a aussi quelques AGV chez nous, sont des équipements qui sont fiables. Contrairement à l'industrie, comme on pouvait le faire il y a une vingtaine d'années, lorsqu'on construisait une machine, là, on faisait de belles machines avec de la belle mécanique et qui parfois étaient complexes, mais la fiabilité, c'était, en tout cas, nous, par rapport à nos besoins, des installations qui étaient faites sur mesure, donc souvent des prototypes. Qui dit prototype peut être lié à de la mauvaise conception, mécanique, électrique et autres. Et le gros intérêt de la robotique, c'est que ça, on peut le déployer X fois, et c'est des équipements qui sont remarquablement fiables et qu'on peut développer assez facilement dans les différents projets. Le dernier élément, quelque chose qui avec le temps, nous rend service aujourd'hui, et on s'en est rendu compte plus particulièrement depuis 2 ans. Nous avons développé avec des prestataires locaux. Là, je rebondis sur les propos de Frédéric auparavant. Les robots que nous utilisons ne sont pas forcément des robots français parce que les gammes des robots français qui existent sur le marché ne répondent pas forcément aux besoins qu'on a. Par contre, on s'appuie sur des prestataires et des intégrateurs de robots locaux et on a développé un tissu d'intégrateurs autour de chez nous. Donc, nous, on est implantés dans le nord-est de la France et donc on a des intégrateurs voisins qui ont intégré cette partie-là. Et en plus, partie 2 était très implantée dans la partie automobile, donc ils avaient une forte expérience dans le domaine automobile et ils ont utilisé cette connaissance pour le déployer sur nos installations. Et ces interlocuteurs, ces intégrateurs ont déployé un savoir-faire dans le domaine de l'ameublement qui peuvent aujourd'hui exporter dans d'autres domaines. Ça veut dire qu'on a réussi à accompagner aussi ces intégrateurs pour développer, améliorer le portfolio et pour qu'ils puissent développer leur activité. Vous savez tous que l'automobile est un secteur très fluctuant. En ce moment, il évolue énormément. Et ils sont très contents aujourd'hui d'avoir diversifié leur économie. Donc, nous sommes gagnants, nous, dans le développement de l'entreprise, et on est passé de 1300 salariés il y a 15 ans à 1700 salariés aujourd'hui. On a augmenté notre chiffre d'affaires, mais nos prestataires, nos intégrateurs locaux en ont également profité puisqu'ils ont pu améliorer leur portfolio. Parfait. Donc, vous l'avez mentionné, ce qui fait la particularité de Schmitt Group, c'est que vous faites de la fabrication sur mesure, c'est personnalisé. Quelle partie de la fabrication est gérée par les robots et quelle partie est gérée par les humains, justement? Alors, tout ce qui peut être non valeur ajoutée, on va chercher systématiquement. Donc, comme je l'ai dit avant, on va concevoir nos lignes de production aux besoins. Et donc, même si on fait appel à des intégrateurs, la conception de ligne, elle passe aussi par nos équipes d'ingénierie. Et donc, on cherche toujours à transmettre et à donner aux robots finalement les tâches les plus ingrates.
Et pour remettre l'humain au cœur et lui donner la vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire le contrôle, la vérification de la qualité, du bon fonctionnement et réduire vraiment les tâches pénibles. Donc tout à l'heure, on a parlé des capteurs. Les capteurs nous permettent de collecter des données. Aujourd'hui, la donnée, c'est le centre de l'industrie 4.0. Comment l'industrie 4.0 justement a impacté vos méthodes de travail et qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, l'industrie 4.0 chez nous, elle a même si elle ne portait pas encore ce nom-là à l'époque, on l'a commencé il y a une trentaine d'années, puisque la digitalisation de notre production fait que lorsque je saisis une commande au magasin, nous avons un flux sans couture entre la commande que je saisis dans le système. J'ai commandé telle cuisine avec telle option et ces données qui sont rentrées dans le système passent par différentes couches système sans intervention humaine pour arriver jusqu'aux installations, aux machines et aux robots. Donc, l'industrie 4.0 nous a amené un traitement de la donnée que nous n'aurions pas pu humainement traiter dans le volume. Une reprise en main de l'ensemble des commandes à la main n'aurait été simplement pas possible pour pouvoir le produire, le volume que nous produisons aujourd'hui. Donc, ça, c'est l'apport numéro 1. Le deuxième apport sur lequel nous capitalisons aujourd'hui, c'est finalement l'utilisation de la donnée pour des tableaux d'indicateurs, pour pouvoir prendre des décisions au quotidien sur nos lignes de production et que ce soit en termes de ressources, en termes de prise de décision sur le traitement de la panne, le traitement de goulot d'étranglement et tout ce qu'on peut imaginer dans une production en ligne. Très bien, Claire, merci pour vos réponses. Et j'invite encore une fois nos spectateurs à interagir via les commentaires et à nous poser toutes leurs questions. Donc, merci encore une fois pour vos réponses et je vais pouvoir enchaîner avec Bruno Grandjean. Donc, bonsoir. Bruno Grandjean, vous êtes CEO de Redex Group. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter et nous présenter votre groupe? Oui, donc moi, je dirige une ETI, comme on dit, une entreprise de taille intermédiaire qui s'appelle Redex, qui est présente en France, 2 usines en France, une usine en Allemagne. On fabrique des machines qui sont au cœur de l'industrie et qui travaillent les métaux notamment, des laminoirs, des planages sous traction, des machines assez sophistiquées. Et nous sommes une entreprise assez intégrée, donc nous fabriquons les composants de ces machines, beaucoup de composants, et donc nous faisons appel pas mal à la robotique pour nos productions. Mais j'ai également été dans une autre vie président de l'Alliance pour l'industrie du futur, président de la Fédération des industries mécaniques, donc j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler sur ce sujet de la robotique, beaucoup communiquer, et c'est vrai que je voudrais démarrer très rapidement en complétant et en confirmant un petit peu ce qu'a dit Frédéric en introduction sur la robotique. La robotique est vraiment un sujet au cœur de l'industrie du futur, mais si la France apparaît en retard, je voudrais tout de même un tout petit peu mettre un bémol. On a tout de même des champions, Patrick en a parlé, beaucoup d'intégrateurs, beaucoup de savoir-faire, et puis quelques champions comme Stobli, par exemple, un fabricant de robots implanté en France, à Faverges, qui est un des leaders dans la robotique, et puis une société dont on a pas mal entendu parler, qui est Exotech, et dans des domaines dont on ne parlera peut-être pas aujourd'hui parce que le format ne nous permet pas de développer, mais la robotique, elle est présente, elle est en pleine révolution aujourd'hui, notamment dans un secteur qui est la robotique médicale, un secteur où vraiment on est en train de franchir des étapes importantes en dépassant les limites de l'humain grâce aux robots. Le domaine de la logistique qui est en pleine révolution, et là c'est Exotech qui est notre champion, et puis également un domaine dont on parle moins, où la France a également beaucoup de champions, c'est
le machinisme agricole. On parle beaucoup de véhicules autonomes, de voitures, mais en fait, c'est les tracteurs qui vont être les premiers véhicules autonomes. Et c'est dans le domaine de l'agriculture qu'on va voir arriver des robots un peu partout. Donc, je voulais un tout petit peu compléter ce qu'avait dit Frédéric, et puis également rappeler que la robotique, on en a une vision toujours, on voit ce robot polymorphe, ce robot, mais la robotique, c'est finalement le prolongement de l'automatisation, qui est quelque chose d'ancien, qui est présent partout. Et des pays qui sont en pointe dans l'industrie, comme la Suisse, par exemple, ont un taux de robotisation qui apparaît assez faible, tout simplement parce que les productions réalisées dans ce pays ne sont pas des productions qui se prêtent à une robotisation avec des robots polymorphes. Les pays qui ont énormément d'industrie automobile ou électronique ont beaucoup de robots parce que ces industries-là nécessitent des robots classiques, je dirais, ce qui n'est pas le cas dans d'autres industries. Donc, il n'y a pas forcément dans les statistiques une vision tout à fait claire et réelle de la compétitivité de l'industrie à travers ces chiffres de la robotique. Et donc, la France est peut-être un petit peu moins mal placée que l'on le voit dans les chiffres. Alors, pour ce qui est de Redex, le groupe que je dirige, donc 400 personnes, 70 ingénieurs, pour nous, la robotique a passé par pas mal de stades. Déjà, quand j'ai rejoint l'entreprise, pour vous dire d'où on part, il n'y avait aucun robot. Il n'y avait qu'une seule machine équipée d'un chargeur d'outils. Un chargeur d'outils, c'est déjà un robot quelque part. C'est quelque chose qui va permettre, dans des procédés d'usinage, de charger des outils automatiquement et de remplacer le travail que fait l'homme. D'ailleurs, j'ai regardé l'étymologie du mot robot. C'est un mot tchèque et en fait un mot d'origine slave qui veut dire corvée. Donc, on voit bien le robot, c'est un petit peu le larbin. C'est un petit peu celui qui va faire tout ce que l'on n'aime pas faire. Alors, ça a été évidemment pour nous la première phase d'automatisation. Énormément de machines ont désormais du chargement automatique. Alors, j'ai des photos que vous ne verrez pas, là, vous les avez en arrière-plan, mais peu importe, qui montrent que cette robotique s'est progressivement introduite partout chez nous. Des robots en cage, des robots, il y a un peu deux styles de robots. Hein. Il y a le robot en cage, il est un peu dangereux, donc on n'aime pas trop approcher. Puis il y a le robot qu'on libère, le robot libéré, le robot qui va être l'assistant ou qui va être proche des humains. Et cette automatisation, elle est désormais partout dans notre entreprise. Et je voudrais citer des cas d'automatisation auxquels on ne pense pas naturellement. On a par exemple automatisé beaucoup nos magasins. Les magasins sont automatiques. La pièce vient au magasinier alors que le magasinier avant allait chercher la pièce. De l'automatisation, par exemple, là, dernièrement, j'ai découvert, on déplace des machines dans nos ateliers pour réorganiser. Eh bien, il y a un robot qui maintenant va faire la manutention. Il va venir prendre la machine et la bouger. Et comme ça, l'opérateur, celui qui pilote à distance, pourra être dans une zone sécurisée. On a également quelque chose de basique, vous allez me dire, de simpliste. Mais moi, quand je suis arrivé chez Redex, et c'était le cas dans beaucoup d'entreprises industrielles, tous les palans étaient à chaîne, c'était des palans manuels. Aujourd'hui, les palans, ils sont totalement automatiques, ils sont même avec télécommande, avec beaucoup d'intelligence. Ils s'assurent qu'aucun opérateur est dans la zone de manutention. Donc, de l'automatisation présente absolument partout chez nous. Et également, on est passé donc de cette première phase d'automatisation d'opérations répétitives, d'opérations de manutention, à désormais l'automatisation de procédés beaucoup plus critiques. Et comme ça a été très bien décrit, nous, on a des pièces notamment qui sont dans des précisions de l'ordre de quelques microns, des millièmes de millimètres, on est dans la mécanique de précision. Et donc, on est toujours en recherche d'opérateurs très qualifiés, ce qui est un vrai problème aujourd'hui. Et on a également besoin de figer des processus, faire en sorte qu'on ait cette fiabilité que donne l'automatisation et la robotisation. Et donc, on a désormais mis énormément d'énergie dans l'automatisation de processus de rectification, avec notamment du contrôle de la mesure intégrée, de manière à ce que le robot en fait, sache ce qui se passe et puisse corriger le process en temps réel. Donc, un gros travail sur les capteurs, sur les prises de pièces, sur l'aménagement des postes, sur de la vision, de l'intégration de différentes technologies, ce qui nous a même conduit à avoir désormais une équipe en interne qui fait de l'intégration robotique, en s'appuyant parfois sur des conseils extérieurs, mais qui de plus en plus
est autonome. Et c'est véritablement un axe stratégique pour nous parce que finalement, une entreprise ne peut pas grandir si elle n'est pas capable, au fur et à mesure des développements de nouveaux produits, de cranter un marché, de créer une barrière à l'entrée qui évitera que des concurrents, notamment dans des pays low cost, puissent venir, et donc récompenser finalement l'innovation en ayant ensuite des volumes et une capacité d'automatisation qui permet de gagner en productivité, baisser les coûts et amorcer ce cercle vertueux d'augmentation des volumes et donc de recrutement et de prospérité de l'entreprise. Donc ça, c'est un point très important qui, je crois, est un acquis pour tous les véritables industriels. La robotique ne détruit pas d'emplois, elle en crée, c'est une évidence. Et il n'y a rien de pire qu'une usine qui a un produit innovant, qui a un produit qui réussit, mais qui n'est pas capable de stabiliser un process et de réaliser des économies et des gains de productivité que peut donner la robotisation et l'automatisation d'une manière générale. Donc, vraiment quelque chose d'essentiel, de stratégique pour nous. Donc, un énorme travail sur la robotique, même analyse que Patrick, besoin de continuité numérique, de connexion avec les ERP, savoir gérer la complexité. Un robot peut gérer la complexité s'il est suffisamment connecté avec les données, notamment des ERP, du MES, de l'exécution, et on peut transformer cette complexité qui était souvent dans les outillages, qui était dans les savoir-faire, dans du logiciel, et donc gérer des petites ou moyennes séries, et donc des produits très personnalisés, pour autant en conservant une production automatisée. Donc, voilà un petit peu notre expérience. Je rajouterais juste peut-être une chose. Il est normal, et je pense qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main les dangers, ou tout du moins les peurs, les craintes que fait naître la robotique. Je pense que l'on sait désormais depuis bien longtemps que les progrès technologiques ont toujours deux faces. Il y a toujours, vous prenez le nucléaire, vous avez de l'énergie, des soins grâce au nucléaire, vous avez aussi la bombe atomique. Et bien finalement, dans l'automatisation, vous avez un peu la même chose, et je pense qu'il faut très clairement être vigilant aussi, sans doute pas dans nos usines, où là le gain est évident, mais la robotisation, c'est aussi les drones en Ukraine dont on entend parler aujourd'hui. C'est vraiment des choses qui créent un imaginaire et quelque chose d'assez anxiogène, et je crois qu'il y a un sens des responsabilités aussi des ingénieurs et une vision lucide à avoir sur la robotique. C'est le meilleur ou la pire des choses selon l'usage qu'on en fait, et n'ayons pas un discours trop simpliste ou trop angélique parfois sur les innovations technologiques. Elles sont indispensables. Si nous ne les faisons pas, les autres les feront, mais ayons tout de même conscience de l'utilisation ou du détournement que l'on peut faire de certaines technologies et de certaines de cette automatisation. Finalement, on aura sans doute assez vite des robots tueurs ou des robots dangereux. On a des risques également de cybersécurité accrus dans des usines, hein. On peut imaginer aussi que des process soient rendus dangereux par une intrusion sur des réseaux. Donc, il y a vraiment à être tout de même lucide sur ces risques, sur cet environnement, et puis à veiller aussi à ne pas toujours sur-automatiser ou sur-robotiser. Il y a des tâches qu'un homme peut faire dans de bonnes conditions, des conditions tout à fait compétitives. Donc, il faut savoir aussi faire le juste engineering, je dirais, dans ce genre de projet. Donc, voilà quelques petites réflexions que je voulais partager avec vous. Et puis, un dernier mot pour conclure. On aime tellement les robots chez Redex qu'on s'est même mis à en construire. J'avais prévu une petite photo, mais ça n'a pas d'intérêt. On a fait un robot qui nous a été justement demandé, je crois que c'est un bon exemple, par un client, dans une usine où il avait eu un accident grave de manutention. Et il nous a demandé de lui faire un robot qui, avec un pointeur laser, peut parfaitement positionner des pièces, ce qui était jusqu'à présent considéré comme impossible sans la main humaine, sans l'intervention humaine. Et donc, on a développé un robot très précis qui vient sécuriser des process industriels. Et donc, on est
même à une toute petite échelle. On ne prétend absolument pas rivaliser avec Stobli ou avec KUKA ou avec bien d'autres, mais nous sommes également chez Redex désormais. On a fait ça pendant la période du Covid où nos ingénieurs avaient des envies de développement, donc on s'est même mis à fabriquer des robots. Voilà pour l'intervention que je voulais faire sur ce sujet et l'expérience de Redex sur ce sujet de la robotisation. Oui, merci de nous avoir partagé avec nous votre vision de la robotisation en France, mais aussi dans le monde, et l'expérience de Redex, justement. Là, une dernière question. Quelles sont, selon vous, les évolutions à venir à court terme sur le plan de l'évolution technologique? Vous avez parlé de beaucoup d'enjeux, de sécurité informatique. Qu'est-ce que ça vous inspire? Les robots deviennent, je crois, de plus en plus sensibles, capables de voir, capables de ressentir des efforts, de mesurer des températures, on va les barder de capteurs. C'est vraiment autour des capteurs que se fait la révolution actuelle, je pense. Et l'intégration, la continuité numérique, la possibilité de parler, d'échanger entre robots et machines et humains. Donc c'est vraiment... D'ailleurs, c'est une sorte de... C'est en ce sens-là que la robotique est passionnante parce que c'est une forme on intègre finalement dans les robots les 5 sens humains, hein, la vision, le toucher, peut-être pas le goût encore, mais et donc des robots de plus en plus intelligents. On voit des robots qui se déplacent comme des humains aujourd'hui, hein. Et donc, c'est des robots de plus en plus intelligents, bardés de capteurs, hein. N'oublions pas que sans les capteurs, les robots sont absolument inutilisables et dangereux d'ailleurs. Donc des capteurs, de l'intelligence, une autonomie supérieure, c'est autour de tout cela une fusion entre intelligence artificielle, capteurs, mesures, mécanique aussi évidemment. On a des robots de plus en plus dynamiques, de plus en plus rapides. Donc c'est une fusion de toutes ces technologies qui s'opèrent actuellement dans la robotique et on n'a encore rien vu. Je pense que les choses vont s'accélérer dans les années qui viennent. Merci beaucoup encore une fois pour cet éclairage. On a effectivement un long chemin à faire. Merci, oui, je vais pouvoir poursuivre maintenant avec Christophe Pérez. Merci encore une fois d'être parmi nous. Alors, vous êtes référent robotique et vous êtes ingénieur software chez Festo France. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs et nous expliquer brièvement ce que vous faites en tant qu'ingénieur software? Alors donc le thème exact c'est ingénieur application software, donc avec une spécialité. Le fait est que mon travail consiste à peu près en trois tâches principales qui sont d'accompagner techniquement les personnes qui font appel à moi, donc dans la conception, dans la définition des solutions, mais aussi dans l'utilisation. J'ai un rôle aussi de formateur, puisque le domaine de la robotique, de la programmation automatisme et des data science aussi sont des domaines qui évoluent constamment et qui nécessitent une remise en cause, une remise en question permanente aussi. Et chacun doit faire sa part de formation tout au long de sa carrière. Et enfin, je suis un peu un consultant pour les études, donc pour le bureau d'études de Festo, puisqu'on a un bureau d'études basé à Brie-sur-Marne, mais aussi pour les clients qui le souhaitent, puisqu'on est constructeur de solutions hardware. On propose des axes électriques, des axes pneumatiques et aussi des cinématiques complètes, donc des robots type cartésien ou des robots Delta. Et depuis peu aussi des robots, enfin on est en train de le mettre sur le marché, un robot collaboratif pneumatique, donc un cobot pneumatique, qui a été présenté à la dernière foire d'Hanovre et qui va permettre d'apporter un peu plus de sérénité auprès des opérateurs, puisque on ne sera plus basé sur des capteurs pour sécuriser, mais simplement sur de la limitation de force, donc garantie par le système. Parfait, merci. Donc, vous avez mentionné que vous avez différents types de clients qui viennent vous chercher.
Donc, il y a forcément plusieurs solutions, plusieurs méthodes de pilotage, de programmation de robots à proposer. Par exemple, est-ce qu'un cobot automatique, ça convient à une PME? Comment vous adaptez vos solutions aux différents profils et besoins de vos clients? Bah là, je vais rebondir un peu sur tout ce qui a été dit par les intervenants qui m'ont précédé. On a de plus en plus d'industriels, des petites structures qui fonctionnent non pas sur des très grandes séries, donc on n'est pas sur des constructeurs automobiles, mais sur des fabricants de petites pièces ou des pièces personnalisées qui veulent de plus en plus s'équiper en robots pour pouvoir automatiser des tâches, mais tout en apportant des paramètres. Donc c'est des robots qui vont travailler sous les ordres d'un être humain. C'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup chez Festo, c'est cette notion d'human in the loop, où l'être humain va toujours avoir le dernier mot et va devoir piloter le robot. Le robot est simplement un outil et n'est pas un élément de la chaîne qui est autonome à 100%. On aura toujours une part de responsabilité pour les piloter. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable aujourd'hui dans la société et qui risque de ne pas l'être avant de très longues années. Et donc, mes clients ont des profils extrêmement variés. Donc, je vais avoir des gros industriels qui vont vouloir utiliser nos solutions techniques, des constructeurs de machines qui vont avoir besoin de nos solutions pour les intégrer dans leur chaîne ou dans leur machine. Je vais aussi avoir des clients internes, donc des collègues de chez Festo qui auront besoin de support pour présenter, pour faire des démonstrations, mais aussi pour intégrer, puisque notre bureau d'études intègre aussi les solutions techniques complètes. Et donc, pour ce faire, je vais travailler sur la partie programmation, donc accompagner tous ces gens dans l'utilisation des automates et des baies robotiques. Les robots aujourd'hui, on a, donc ça a été dit aussi par les intervenants qui m'ont précédé, mais les robots, on a souvent cette image de C3PO ou R2D2, c'est le fantasme un peu généralisé qu'on a aujourd'hui. Quand je parle de mon métier, tout le monde pense à ça. En réalité, on est plus sur des robots cartésiens, des tripodes, des multisaxes, des SCARA, on a les AGV, on a même des robots qui sont très présents chez nous dans la population, qui sont les imprimantes 3D. On en voit partout aujourd'hui des robots sans s'en rendre compte. Et en fait, on va avoir différentes techniques pour les utiliser. On va pouvoir les utiliser avec des commandes numériques, ce qu'on appelle la CNC, ce qui va permettre de faire typiquement de l'usinage de pièces. On va aussi pouvoir utiliser du langage robotique, donc des langages qui vont permettre d'optimiser des déplacements avec des changements de repères. Donc ça permet d'avoir une maîtrise des mouvements sans avoir de très grosses connaissances en programmation. Il faut simplement avoir une très bonne visibilité, enfin une lecture 3D des environnements et avoir des notions de mathématiques. Et après, on va avoir des robots qui vont se commander, mais de façon très simple. Et là, ça demandera des connaissances en électricité et en automatisme. Mais ça amène à différents profils qui s'intéressent à la robotique. Donc, j'ai des informaticiens, des automaticiens, des mécaniciens, des utilisateurs finaux. Chacun veut utiliser les robots d'une façon différente et une partie de mon travail consiste à aiguiller ses clients vers la solution la plus adaptée. Donc des solutions qui peuvent être un peu plug and play ou qui vont s'utiliser un peu comme un smartphone, où ils arrivent, ils ont juste à se mettre derrière l'écran et commander leurs recettes. Et parfois, il va falloir accompagner beaucoup plus les clients pour les faire monter en compétences et intégrer les solutions de façon un peu plus précise et compliquée, mais très intéressante aussi. Merci pour vos réponses. Donc, vous avez mentionné que de plus en plus d'industriels font appel à la robotisation, même pour de la petite série. Ça fait forcément accroître la consommation de l'énergie. Comment se pose chez vous ou chez vos clients la question de la réduction énergétique, justement? Alors, l'efficacité énergétique, c'est un sujet un peu comme la cybersécurité qui arrive de plus en plus dans les discussions avec nos clients.
Tout le monde est conscient que l'électricité aujourd'hui, comme toutes les autres énergies, c'est une denrée qui devient de plus en plus rare et de plus en plus onéreuse. Le fait est que, à mon sens, les robots n'ont pas une tendance à augmenter fondamentalement la consommation électrique. Bien au contraire, souvent ils la réduisent. On peut avoir un entrepôt ou une machine qui va fonctionner sans lumière et sans chauffage, contrairement à un atelier où on aurait des ouvriers qui utiliseraient les mêmes machines. Et souvent, le temps de travail est beaucoup plus optimisé. Donc, je prends par exemple un poste de soudure dans l'industrie automobile va consommer moins quand c'est un robot qui va faire sa soudure, parce que le robot va aller plus rapidement la faire, en tout cas va avoir beaucoup moins d'hésitation. Donc la consommation n'est pas forcément le questionnement le plus pertinent sur la mise en place d'un robot. Néanmoins, on regarde quand même beaucoup la consommation des équipements et de ce fait, on met en place de plus en plus des systèmes de monitoring de ces énergies. On remonte les données et on met en place des systèmes de machine learning aussi pour observer des phases d'arrêt, observer des phases où on aurait surconsommé, donc pour vérifier que le système n'a pas de panne. Donc ça pourrait être des fuites d'air, des points durs sur des systèmes qui permettent de faire de la maintenance préventive et donc d'optimiser un peu aussi cette énergie, enfin cette consommation d'énergie grâce à la bonne maintenance au bon moment, de façon plus précise. Alors, je vous entends plus. Oui, le micro a été coupé. Donc, Ouais. je vous remercie encore une fois pour vos réponses. Et je rappelle à nos spectateurs qu'ils peuvent nous poser leurs questions dans la section commentaires. On en a quelques-unes qu'on va reposer tout à l'heure. Donc, je vais pouvoir maintenant poursuivre avec Pierre Lambout. Bonsoir. Donc, vous êtes ingénieur commercial chez Arcan System. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous faites chez Arcan System, de votre parcours? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Je suis, pour la petite rajout, je suis ingénieur technico-commercial. Donc, je travaille chez Arcan System. Arcan System, c'est la partie digitale d'un groupe français international qui s'appelle le groupe Monoyeur. Le Monoyeur, pardon, c'est une société qui travaille dans les métiers de la construction, de l'industrie et de l'agriculture. Vous les connaissez sûrement par tout ce qui est matériel Caterpillar notamment et location d'engins, donc que ce soit dans la construction ou dans l'agriculture. Un des intervenants parlait tout à l'heure de l'automatisation, et ça commencerait par l'agriculture, aussi sur les chantiers, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a énormément de machines sur les chantiers qui sont pilotées grâce au digital. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je fais partie de cette branche digitale. Et donc, on vient amener, grâce au digital et au facteur 3D quelque part, puisqu'on travaille nous sur ces bases-là, des informations qui vont permettre aux robots non pas de se baser sur du réel, mais de partir sur du théorique et grâce à cette notion de digital, de faire pas mal de choses. Alors, il y a énormément de domaines. On en a ciblé un ensemble, c'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on peut apporter sur cette partie robotique? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un robot, c'est pas seulement ce qu'on a en tête d'un robot industriel. D'ailleurs, 80% des robots industriels, alors c'est vrai qu'on a parlé d'AGV, d'autres robots, mais les robots font souvent la même chose, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un peu, en vulgarisant, du pick and place. Ils prennent un objet à un endroit et ils le mettent à un autre endroit, où ils répètent souvent le même mouvement. Nous, ici, on vient apporter notre expertise sur tout ce qui est trajectoire complexe, qui vont permettre, donc, grâce à la 3D, de venir respecter et de pouvoir fabriquer, répéter des tâches, reproduire plutôt des tâches complexes et des trajectoires complexes. Donc, on peut intervenir dans différents domaines, que ce soit donc, dans l'additif, c'est un peu le focus qu'on va avoir aujourd'hui. Je vois qu'on a du mal à afficher, en fait, on ne voit pas les slides qui passent, mais c'est pas grave. Donc, dans l'additif, et ça peut être effectivement dans le métal, dans le plastique, et il y a énormément d'autres applications.
peut fabriquer des maisons en additif avec de la mousse polyuréthane. Il y a énormément d'applications, comme je disais. On peut faire du rechargement, c'est-à-dire recharger en soudure des pièces qui sont abîmées. C'est des technos qui, en industrie, sont beaucoup utilisés. On peut également usiner avec des robots, on peut polir avec des robots, on peut coller avec des robots, on peut faire énormément de choses. Et en fait, nous, là où on va vraiment intervenir, c'est sur toute cette partie complexe et qu'on ne serait pas capable de faire traditionnellement, puisque les robots, aujourd'hui, on peut les piloter essentiellement ce qu'on appelle au teach, c'est-à-dire avec un joystick qui va nous permettre d'apprendre au robot où aller, différemment du cobo où on va le prendre à la main et lui montrer et à répéter les gestes qu'on lui montre. Nous, ici, on va être capable d'enchaîner différentes tâches complexes et faire au robot un petit peu ce qu'on veut, en respectant des trajectoires qui peuvent être ce qu'on appelle gauche ou complexes. Donc, nous, en fait, on est un maillon d'une chaîne digitale. C'est-à-dire, quand on parle de robots, nous, on est vraiment sur cette partie software. On n'est pas du tout sur la partie hardware. C'est-à-dire qu'on ne vend pas de matériel. Mais on travaille en partenariat avec énormément de sociétés. Donc, c'est des fabricants de robots. On a cité pas mal les différents intervenants l'ont cité. Des intégrateurs robots qui sont aujourd'hui très importants dans ce domaine. Et il y en a une multitude en France. Et là, on parlait du franco-français, mais c'est énormément de sociétés françaises aujourd'hui qui se sont diversifiées dans plein de domaines de la robotique. C'est des sociétés aussi qui vendent, si on fait un focus sur cette partie-là, sur l'additif, qui vendent le fil de soudure. Et il existe aujourd'hui des centaines de typologies de fils de soudure selon les différents matériaux qu'on va utiliser. Puis après, il y a pas mal de sociétés aussi qui mettent en place les technologies qu'on appelle défecteurs. Donc, ça peut être du laser, de l'arc, et également des sociétés ensuite qui vont travailler, des sociétés et aussi des instituts de recherche, et pourquoi pas aussi des étudiants qui interviennent aussi sur des projets de ce type pour qualifier les matériaux. C'est-à-dire qu'en additif, aujourd'hui, il faut savoir que on a des résultats qui sont largement, des fois, supérieurs à de la fonderie, par exemple. Et on a des santé matières qui peuvent être très intéressantes. J'avais mis dans les quelques exemples, notamment chez Naval Group, un de nos clients, avec lesquels on travaille sur la fabrication des hélices, des porte-avions ou des bateaux. L'idée, pourquoi utiliser l'additif dans ce genre d'application? L'idée, il y en a plusieurs, hein, on le voit aujourd'hui avec la crise en Ukraine, c'est de réduire les délais d'approvisionnement, d'être autonome aussi sur cette partie-là, c'est-à-dire pas dépendre d'une société qui va créer le brut et des délais de livraison de ce brut. On peut imaginer à terme, sur des opérations même militaires, hein, avoir des robots embarqués sur un porte-avions et être capable de réparer en opération ou de fabriquer des pièces directement. Donc, on s'affranchit de beaucoup de maillons de la chaîne. J'entendais une question tout à l'heure sur la partie énergétique, mais dans la partie énergie, dans l'industrie, il y a énormément de maillons, hein, quand on produit une voiture, par exemple, ou un bateau. Ici, l'idée, c'est de raccourcir énormément ces maillons. Donc, on peut imaginer le gain qu'on a sur toute la partie transport, qui est loin d'être négligeable. Donc, voilà pourquoi l'additif, dans ces domaines-là, on en a cité ici quelques-uns. Ça peut être aussi du gain de matière, c'est-à-dire que différemment au soustractif, c'est-à-dire de prendre un bloc de matière et d'usiner ce bloc de matière, on va partir de l'inverse, c'est-à-dire qu'on va rajouter de la matière et à ce moment-là, on en consomme beaucoup moins, on va être plus près de la forme en elle-même et on peut aussi quelque part concevoir différemment, c'est-à-dire que les procédés sont, ne serait-ce que la conception de la forme n'est pas la même. Et on a aujourd'hui pas mal de technologies digitales qui nous aident à ça. Il y a des technologies qui s'appellent par exemple le Generative Design qui permet de demander à une intelligence artificielle de nous aider à concevoir. C'est-à-dire qu'on va donner certaines contraintes à une pièce et l'ordinateur et l'intelligence artificielle va nous proposer des centaines de cas d'emploi et va être capable quelque part de nous proposer différentes solutions. Et ça, c'est possible justement grâce à l'additif. Alors c'est vrai que c'est dommage de ne pas illustrer parce qu'on parle de choses qui sont un peu abstraites pour des gens qui ne sont pas novices. C'est vrai que c'est tout de suite parlant de voir, je vais essayer de vous donner quelques images en tête, mais
C'est vrai que c'est tout de suite plus parlant de voir une hélice qui va être construite. Alors, quand on parle d'hélice, par exemple, d'un bateau, ce que je disais sur Naval Group, il faut imaginer que c'est des pièces qui font presque 2 mètres de haut. C'est des pièces qui font 500 kilos, qui ont une forme très complexe. Vous imaginez bien les hélices ou un rouet, par exemple, dans l'aéronautique. Donc, c'est des pièces qui sont à forte valeur ajoutée et qu'on va être capable, comme ça, en rajoutant des fils de matière dans la forme, dans cette forme gauche. C'est là où vient tout l'intérêt de mettre un logiciel derrière, créer cette forme à partir de rien, et après la réusiner pour obtenir une pièce finale. Alors là, je vous donne un exemple dans la défense et dans le naval, mais ça peut être aussi dans l'aéronautique et ça peut être aussi dans des domaines bien moins prestigieux, enfin, même si tout est relatif, mais on travaille aussi dans l'agroalimentaire où on peut recharger par exemple des vis sans fin, où vous avez des applications énormément dans l'agroalimentaire où vous avez des vis sans fin qui poussent de la matière pour, par exemple, faire des nuggets, si on vous donne un détail qui parle à tout le monde, où on va libérer la chair du reste. Et en fait, en faisant ça, ça peut potentiellement abîmer, et ça va abîmer les vis. Et ces vis sont rechargées en matériaux plutôt qu'être jetées et refabriquées derrière. Il y a vraiment un intérêt industriel à recharger ces vis. Et là, en fait, nous, on vient sur cette partie digitale. Il y a tout un procédé, c'est-à-dire qu'on va scanner des vis usagées. Du coup, ça va nous donner la forme exacte, usée de cette pièce qu'on va comparer avec un modèle théorique. Et après, c'est toute cette partie mathématique qui va après envoyer au robot les trajectoires parfaites, on va dire, de rechargement pour venir au plus près de la matière rechargée et après réusiner. Il y a aussi d'autres applications où, pourquoi le robot? Parce qu'il y a aussi plein de domaines de pénibilité où certaines pièces, notamment en aéronautique, doivent être chauffées pour être rechargées. Donc, quand on parle de chauffer, on parle de 400 degrés, par exemple. Où là, bien entendu, un opérateur, ce qui se faisait avant, c'est-à-dire qu'on avait un opérateur avec un scaphandre qui intervenait. Là, bien entendu, on va confier ça à un robot, surtout sur des fois des pièces qui peuvent être démesurées. On peut parler on a certaines pièces avec un de nos clients qui s'appelle 14 semis qui peuvent faire 5 mètres de long sur 3 mètres de large. Donc, c'est quand même des pièces relativement importantes où là, le robot prend tout son sens et on va venir donc recharger ici ces pièces-là pour les réparer. Ouais, vous avez une question peut-être? Oui, pour rebondir sur l'additif, donc on a vu que c'était pour fabriquer des formes complexes. On comprend que ça puisse intéresser de grands groupes comme Naval Group, mais est-ce que vous réussissez à toucher des PME, par exemple des industriels plus petite taille? C'est ce que je voulais donner tout à l'heure comme exemple en parlant de cet exemple dans l'agroalimentaire. Mais on a aussi aujourd'hui pas mal de sociétés qui ont des problèmes de livraison, c'est-à-dire des délais de livraison importants, des bruts, donc notamment issus de fonderies sur certains matériaux. Ça peut être de l'aluminium, ça peut être du titane, ça peut être énormément de matériaux différents. Et en fait, quand vous avez un délai de livraison du brut qui est de plusieurs semaines, ces délais s'allongent en ce moment avec les problématiques qu'on connaît internationales, où on peut avoir des fois 6 à 8 semaines, voire plus de délais sur une livraison d'un brut. Ces sociétés aujourd'hui, qui peuvent être des PME, qui sont des PME, aujourd'hui on en a pas mal qui nous consultent, s'intéressent à être autonomes dans la réalisation de ces bruts. Et ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur la santé matière et la qualité in fine de ce qu'on va fabriquer par l'additif, où on est vraiment à des niveaux de qualité égal, voire supérieurs, selon les matériaux, bien entendu, à des fonderies. Donc, il y a un intérêt aujourd'hui pour beaucoup de ces clients à travailler comme ça. Après, quand on parle d'additifs et de soudure, on a aussi des clients des plus petits clients. On a un client qui s'appelle Forestal, qui est un client qui travaille dans les vélos haut de gamme électriques, qui soude aujourd'hui tous ces cadres de vélo comme ça. Il faut bien imaginer que les soudures d'un cadre vélo sont des soudures assez complexes dans l'espace. C'est pas juste sur un plan. Donc, où cette partie 3D va venir nous aider à faire des soudures parfaites et surtout à les répéter derrière. Donc là, il y a vraiment l'intérêt d'avoir cette chaîne digitale derrière pour amener et pour faire des soudures parfaites et qui vont tenir dans le temps sur des éléments comme des vélos. Et là, on parle de société. Forestal, c'est une société d'une 30aine de personnes.
Et on a aujourd'hui pas mal d'industriels qui s'intéressent à ces technologies-là, qui investissent et qui ont des aides aussi de l'État et qui sont aussi accompagnés sur du financement pour mettre en place ces technologies et ces robots. Sachant qu'encore une fois, on parle de robots, ça peut aller d'un petit cobo qui fait à peine 1 mètre de haut, qu'on va être capable de piloter, jusqu'à un robot, on parlait du robot de 4 semi pour souder des pièces de 5 mètres par 4. Voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes investissements, bien entendu, mais il y a plein d'applications différentes. Donc là, vous développez des solutions pour de grands groupes dans l'aéronautique, dans la défense. Comment se mesure chez vous l'enjeu de la sécurité des systèmes informatiques qui accompagnent les robots et la DIT? Alors, c'est un sujet vraiment lié à ces sociétés-là. C'est-à-dire pour les citer, on travaille par exemple avec Ariane Group, on travaille avec Naval, j'en ai parlé, on travaille avec Safran, avec Valorec, avec d'autres sociétés de ce type. Alors, c'est sûr qu'entre Valorec et Ariane Group, il y a des fois pas la même, quoique, mais il y a quand même une grosse réticence sur cette partie software. C'est-à-dire que dès qu'on va ouvrir sur la partie software, c'est Internet derrière. C'est potentiellement se faire hacker, c'est potentiellement voilà, donc c'est sûr qu'il y a une peur assez importante là-dessus. Après, on le voit aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de technos qui sont cloud. C'est un sujet aussi très particulier, ça. Nous, on travaille on intègre en fait des solutions Autodesk, qui est un éditeur qui a aussi des solutions mixtes entre cloud ou non cloud. C'est vrai que quand on travaille avec un Safran, avec un Ariane, avec un Naval Group, on est contraint effectivement d'avoir des machines qui sont complètement isolées des systèmes. C'est-à-dire qu'on n'a aucune connexion sur ces machines. Donc, on est vraiment dans un monde complètement fermé entre, si on vulgarise, un ordinateur connecté à un PC qui n'est pas connecté du tout un ordinateur qui est connecté au robot, à la baie robot, et qui n'est pas du tout connecté au reste du monde. On en est loin encore du tout d'Internet à côté du robot, avec bien entendu les secrets qu'il y a autour de tout ça, puisque là, on parlait de la défense, mais on fabrique aussi, malheureusement, des missiles en additif, on fabrique beaucoup de choses. Donc, c'est vrai qu'il faut... c'est pas encore un sujet sur lequel tout est ouvert, sur cette partie sécurité. Oui, c'est un enjeu majeur, évidemment. C'est un enjeu majeur. Après, je pense que pour les générations comme les vôtres qui arrivent, je pense qu'on y arrivera au tout cloud. Et aujourd'hui, on le voit, plein de sociétés qui ne sont pas forcément cloud, ça ne les empêche pas de se faire pirater. Donc bon, voilà, nous c'est sûr qu'on est dans le logiciel, donc on est plus à même on est plus détendu sur cette partie-là. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui chez ces gens-là beaucoup de secrets et beaucoup de réflexions sur comment les protéger. Mais une anecdote souvent qui est assez intéressante, c'est vous laissez une clé USB traîner qui n'est pas du tout connectée au réseau par terre, quelqu'un va la prendre et va la brancher sur un système, et c'est là que vous avez une faille de sécurité. Parce que potentiellement, il y a un logiciel malware sur cette clé qui traîne sur un parking. C'est un cas de figure, hein. C'est un cas qui est assez connu. Mais voilà, on n'est jamais à l'abri de rien, nulle part. Parfait. Merci beaucoup pour vos réponses. J'espère que c'était intéressant. Et pour cette présentation. Donc, tout à l'heure, j'arrive au bout de ma question. Tout à l'heure, vous avez parlé des différents acteurs qui structurent l'industrie robotique. Donc, je vais finir par une question ouverte à tous nos intervenants. Quelles sont, selon vous, les compétences nécessaires aujourd'hui pour intégrer le domaine de la robotique, sachant qu'on est suivi par beaucoup d'étudiants qui aimeraient bien savoir quel genre de métier on peut faire pour pouvoir travailler justement dans la robotique, l'automatisme. Donc, c'est une question ouverte. Rapidement, comme j'étais en train de parler, je vais juste répondre sur cette partie-là de mon côté. Alors, tout dépend après à quel niveau on se situe, mais aujourd'hui, nous, on a autour de nous, bien entendu, des roboticiens, et on a énormément d'ingénieurs. On travaille notamment avec les CEA, le CETIM, mais aussi avec des écoles supérieures sur de la qualification de procédés. Ce qu'il faut savoir, pour parler du sujet dont je parlais, l'additif, c'est quelque chose qui est en plein essor, qui explose aujourd'hui. On en parle à plein d'endroits. Il manque aujourd'hui
énormément de maillons là-dessus. Il y a beaucoup d'études à faire sur les résultats matière, sur qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ces technologies. On est vraiment au début de ces technos. Donc dans la recherche et pour des étudiants aujourd'hui, il y a énormément de place là-dessus. Alors, je peux continuer si ça vous va. Donc de mon côté, je vais rejoindre un peu ce qui a été dit justement par Pierre. Concrètement, il y a énormément de métiers qui tournent autour de la robotique. Dans la robotique, on a besoin de mécaniciens pour dimensionner la partie donc mécanique, résistance des matériaux et autres. On va avoir besoin de personnes pour la partie contrôle-commande, donc des ingénieurs en électricité, pneumatique et tout ce qui va avec. Des ingénieurs process pour qualifier le besoin et faire en sorte que ça fonctionne bien au final. Des développeurs pour la partie programmation. Et de plus en plus, étant donné qu'on va vers l'intelligence artificielle, des data scientists, des data analysts qui vont permettre de remonter des données, de pouvoir aussi alimenter des modèles de machine learning pour pouvoir optimiser les réglages de façon plus pertinente et plus rapide. Après, en termes de compétences, je dirais que c'est la curiosité, moi. D'un point de vue complètement détaché de la formation, il faut vraiment partir du principe que pour bien vivre l'industrie, il faut être curieux et avoir envie de progresser tout au long de sa vie. On ne peut pas rester sur des acquis, encore moins aujourd'hui, ça évolue énormément. Et donc, il faut être un peu aventurier, à mon sens. Voilà. Merci. Patrick Viry, vous voulez dire quelque chose? Oui, je vais confirmer ce que dit Christophe. Peut-être pour compléter, pour ne pas paraphraser ce qu'il a dit, je dirais, avec ma casquette industrielle, il y a toute une dimension maintenance pour finalement entretenir, faire évoluer le parc machine. Et ce qui est important de comprendre dans l'industrialisation 4.0 qu'on vit, les équipes maintenance qu'on peut avoir, on s'imagine beaucoup Germinal avec les bleus de travail. Chez nous, les équipes maintenance sont de plus en plus des gens de plus en plus formés, des techniciens supérieurs, des ingénieurs qui vont travailler soit sur la robotique, la faire évoluer, des automaticiens, des informaticiens industriels qui vont être capables justement d'intervenir dans cette entreprise très digitalisée. Et dernier élément, on a également des ingénieurs, des data scientists, des data analysts qui vont être capables d'exploiter et d'améliorer la performance des installations et du parc machine qui va continuer à évoluer. Mais tout ce qui est déjà en place, on est capable aujourd'hui déjà de faire des gains de productivité sur les installations, puisque les gains de productivité passent par les investissements, mais également par sur de nouvelles installations, mais également des investissements sur le parc existant, si tant est qu'on l'ait rendu communicant et ouvert sur des outils digitaux. Juste pour élargir un peu sur on est très proche du technique finalement encore, c'est-à-dire sur le robot à proprement parler. Aujourd'hui, quand on déploie un robot dans une industrie, on doit respecter un certain nombre de normes. Et l'évolution des robots, l'évolution technologique amèneront sûrement à revoir ces normes. Et donc, des gens spécialisés dans la normalisation, dans les normes ISO, etc., seront sûrement aussi bienvenus. Et c'est un métier à part. On n'est plus directement, enfin, on n'est plus dans l'industrie avec le robot, mais on est sur l'évaluation. Comment on va faire évoluer les normes. Il y a des normes pour la conception, il y a des normes pour l'utilisation des robots aujourd'hui. Donc, ces normes ont évolué avec les cobots, parce que ça a quand même pas mal chamboulé le milieu. Mais je pense c'est pas fini. C'est-à-dire que on voit qu'il y a des nouveaux robots. Là, on nous a parlé de robots pneumatiques. Dans quelle mesure on va faire évoluer ces normes? Et c'est un métier à part entière en soi. Et donc, des formations associées qui mobilisent un certain nombre de compétences. Et des compétences que pas techniques, sûrement. Exactement. Est-ce que... Oui, pardon, Fabien, non, juste toujours pareil, c'est-à-dire que
moi, je pense qu'à un moment donné, on va devoir aussi réorganiser un peu nos process et nos systèmes. Et on dépasse le cadre de la construction de robots ou même de la tâche métier du robot. Mais ce robot impacte directement cette réorganisation finalement, parce que il y a eu une question déjà tout à l'heure il y a une question sur ce concept, mais le robot devient une ressource dans le système, comme les machines l'étaient, mais c'est une ressource mobile, flexible, polyvalente, qui participe à l'effort collectif de l'entreprise, et dans quelle mesure on va être capable de prendre en compte cette nouvelle ressource pour réorganiser nos process, pour s'adapter. J'ai bien aimé à un moment donné, il y a quelqu'un qui a parlé, on personnalise, enfin plusieurs personnes d'intervenants qui ont parlé de personnalisation, hein. On personnalise de plus en plus. On se rend compte que les commandes aussi sont très variables finalement, les ordres de fabrication, on peut avoir des pics de demande et des moments un peu plus plats, un peu plus calmes. Comment ces nouvelles ressources vont impacter et permettre aux entreprises de répondre plus facilement à ces pics de charge, etc. Merci pour cette réponse. Fabien, est-ce que tout le monde avait répondu à la question d'Ella? Sinon, on peut passer peut-être aux questions qui étaient encore, pour lesquelles il n'y avait pas encore de réponse, qu'on va prendre peut-être en priorité. Alors, est-ce qu'on peut dire que les plus petites entreprises aujourd'hui peuvent plus facilement accéder à la robotique du fait déjà techniquement parlant que les systèmes de programmation soient plus simples et que leurs coûts soient plus soutenables avec un retour, j'imagine, un retour sur investissement peut-être plus rapide, ce qu'a peut-être voulu dire notre participant? Qui veut peut-être répondre? Je vais me lancer si ça vous va. Comme je le disais tout à l'heure, on a de plus en plus de petites PME qui s'équipent avec des robots qui, comme le disait aussi Fabien, sont polyvalents, vont pouvoir s'adapter. Et un peu comme une ressource, aujourd'hui, un employé, un opérateur sur une ligne, on peut le faire travailler sur une ligne qui fait la pièce A un jour, la pièce B le lendemain, la pièce C le surlendemain, etc. Les robots sont de plus en plus polyvalents et de plus en plus faciles à paramétrer et à programmer. Et c'est vrai qu'en ce sens, on a vu une petite révolution qui est arrivée il y a quelques années avec un logiciel d'apprentissage de la programmation qui s'appelle Scratch, qui utilise des blocs qui se mettent les uns après les autres. En fait, les robots sont de plus en plus programmables grâce à ce genre de méthodologie. C'est un peu du Lego pour adultes, sauf que c'est du Lego qui est extrêmement fonctionnel et qui permet en soi d'avoir un résultat très, très, très précis. Et de plus en plus, on a des gens qui ne sont pas forcément roboticiens, qui vont pouvoir utiliser, alors ils ne le mettront pas forcément complètement en route seul, mais une fois que l'appareil est en place, c'est plus simple de l'utiliser. Là où on va avoir un vrai manque, ça va être dans l'encadrement de cet usage. Et je crois que c'est Frédéric Ronald qui tout à l'heure parlait de personnes qualifiées dans les usines. De plus en plus, on va avoir vraiment besoin de personnes qualifiées et tout le challenge va être d'aller assez vite à qualifier ces personnes pour qu'on puisse se réindustrialiser en France rapidement. Voilà. Merci Christophe. Alors, on va aussi passer à l'autre question. Alors, quel est l'impact environnemental de la robotique? J'imagine que c'est aussi une préoccupation. Qui a envie de répondre? Je veux bien commencer, éventuellement. Allez Pierre. Alors, je serais pas capable aujourd'hui. Je pense qu'il y a des. Chez nous, on a une équipe qui travaille sur tout ce qui est environnement, etc. Donc, elle aura sûrement une meilleure réponse que moi. Mais dans les méthodes, quand on parle d'impact environnemental, ce qu'il faut prendre en compte, on a parlé de 500 000. Je crois que c'est justement Frédéric Ronald qui a parlé de 500 000 robots cette année. Donc, une forte croissance. Ce qu'il faudra prendre en compte aujourd'hui, c'est la construction du robot, hein. Construire un robot, c'est construire des capteurs, c'est fabriquer des batteries. C'est permettre de recharger le robot. Donc tout ça, ça se mesure en fait, hein. Ça a un impact, ça a un coût.
Et après, ce qu'il faut prendre, enfin ça c'est le début du coup de l'évaluation environnementale. Après, il y a le coût d'utilisation, le coût on parlait de prévention, quelqu'un a parlé de prévention, de maintenance préventive, effectivement, mais ça a un coût. Alors, on se rend compte que la maintenance préventive peut aussi limiter la mise au rebut d'un matériel, parce qu'on ne va pas arriver jusqu'à la casse, ou du moins à un coût de réparation plus élevé, ce qui contribue finalement à une certaine sobriété énergétique, enfin une sobriété écologique en tout cas. Mais il y a quand même le coût de la maintenance de ce robot, de l'utilisation. On prend un AMR, peut-être l'usure des roues, l'usure de la tâche s'il doit tracter une pièce, enfin tracter des palettes ou autre. Et après, il y a le coût de recyclage, destruction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait du robot une fois qu'il n'est plus utilisable. Est-ce qu'on va être capable, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui essayent de recycler. À un moment donné, on proposait des robots de seconde main, des robots industriels de seconde main pour des entreprises qui avaient moins les moyens de s'acheter de nouveaux robots. Donc ça, c'est déjà une forme de recyclage finalement, parce que le robot n'est pas toujours cassé. Mais quand il est cassé, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait des capteurs? Est-ce qu'on les récupère? Est-ce qu'on les récupère pas? Et tout ça, ça se mesure et ça participe à l'évaluation environnementale. Alors, je ne peux pas donner l'impact, mais des pistes de réflexion sur comment on évalue l'impact environnemental d'un robot. En tout cas, il y a une prise de conscience et j'imagine qu'il y a aussi de la recherche derrière dédiée pour que ce soit plus effectif dans ce domaine. Oui, pour le mesurer, oui. Absolument. Je voudrais rebondir sur deux éléments qui ont été cités là. Donc le premier, ça a été le fait d'avoir des usures sur des systèmes qui remplacent entre guillemets l'homme. Aujourd'hui, les AGV ont une tendance à être pointés du doigt en étant un voleur de travail et puis sa maintenance a un certain coût. Mais il faut aussi regarder les choses dans une globalité plus importante à mes yeux, puisque jusqu'à présent, quand on déplaçait des charges, on utilisait quand même des systèmes mécanisés qui avaient besoin de maintenance aussi et qui généraient aussi une pollution et un besoin environnemental. Il y a je pense qu'il y a plus à avoir une réflexion sur la façon de regarder les choses que sur la valeur réelle des éléments. Si on pointe du doigt uniquement ce que consomme le robot, oui, le robot consomme plus. Mais je voudrais parler d'un applicatif qui a été cité un peu plus tôt, le recyclage des vis sans fin. Moi, je trouve que c'est des projets qui sont merveilleux. On va regarder ce que pollue, enfin ce que génère comme pollution le robot, mais on ne va pas regarder ce que va apporter sur son usage aussi le robot. Et là-dessus, je pense qu'il y a vraiment des choses à souligner, à mettre en avant. C'est vraiment des valeurs ajoutées qui sont trop peu souvent mises en avant et qui permettraient peut-être une plus grande acceptabilité des concepts aussi. Juste pour rebondir là-dessus, donc un robot, il a plusieurs vies, c'est ça? Il peut être réutilisé. Quelle est à peu près la durée de vie d'un robot? Ça va vraiment dépendre de l'équipe de maintenance. On a des robots qui vont avoir une durée de vie très 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 courte quand ils vont être très mal utilisés, quand ils ont été mal dimensionnés aussi. Nous, on voit l'impact des problèmes d'ingénierie en amont de l'utilisation quand il n'est pas adapté à l'usage. On le voit assez régulièrement, nous, puisque on fournit des pièces détachées aussi, donc parfois on est appelé pour des choses et notre rôle n'est pas dans la réparation, mais plutôt dans la préconisation de changement. Non pas pour vendre quelque chose de plus cher, puisque au final on y perd, mais pour avoir une satisfaction client plus importante. Et puis sur le plan de vue personnel, l'impact environnemental me touche aussi, donc c'est vrai que il y a des fois où on préconise un changement complet de technologie pour justement réduire les pannes après. Mais du coup, ça fait que on peut avoir des robots qui vivent plusieurs dizaines d'années. À partir du moment où ils ont été chouchoutés, ça passe. Et est-ce qu'on peut dire qu'avec une démarche de maintenance prévisionnelle ou prédictive maintenance, on peut justement contribuer à rallonger cette vie des robots? Complètement. En fait, le truc de la maintenance préventive, ça sera jamais d'éviter la panne. En fait, la panne, elle arrive. C'est simplement de pouvoir la voir arriver.
En fait, aujourd'hui, jusqu'à présent, on avait deux méthodes pour gérer la maintenance. Soit on faisait de la maintenance préventive, c'est-à-dire qu'on se disait un peu comme sur notre voiture, on se dit tous les X milliers de kilomètres parcourus par l'axe, on va lui faire une maintenance. Soit on le faisait de façon curative, et c'est là que parfois il y avait des drames qui arrivaient, parfois des drames en termes de sécurité personnelle, mais aussi souvent, la majorité des cas d'ailleurs, des casses matérielles. Et cette casse matérielle, parfois, elle est rémédiable. Donc du coup, on est obligé de remplacer tout un pan d'un robot, alors qu'on aurait pu simplement remplacer une courroie à un moment donné. Et c'est là-dessus que la maintenance prédictive, qui elle va se baser sur de l'intelligence artificielle la plupart du temps, va permettre de mettre en exergue des points on va dire de fonctionnement anormal pour pouvoir réagir plus vite, ou en tout cas lancer une expertise plus rapidement. Voilà. Donc effectivement, ça a quand même... C'est un gros impact. Oui, tout à fait, c'est un gros impact. Et comme c'est appelé à se développer, ça va dans le bon sens en tout cas. Et alors, parce que le temps file quand même, pour quand même donner une réponse à la dernière question, alors là, je vais peut-être revenir vers Fabien en particulier, puisqu'il est dans une de nos écoles et qu'on fait de la formation. C'était globalement pour savoir si le plan de relance qui va doter l'industrie d'un fort budget, est-ce que ça va aussi concerner dans le plan effectivement qui va être destiné à la robotique industrielle, est-ce qu'on a pris suffisamment en compte le volet formation, et est-ce que, en tout cas, du côté des opérateurs de formation et peut-être dans une moindre mesure, mais aussi du côté des industriels, on met l'accent aussi sur la formation, parce que la robotique, ça induit aussi des transformations, comme quelqu'un l'a dit, justement dans les organisations, et sans formation, le passage à l'échelle est aussi réduit. Alors, je vais répondre en termes de formation de nouveaux arrivants finalement, parce que je pense que la difficulté de cette question, c'est que il y a la formation des personnes déjà en fonction, qui sont, donc c'est de la formation continue, hein, on en fait également. Mais nous, c'est vrai que sur les transitions, et donc sur l'une des transitions que je sais, c'est la transition industrielle, on a des masters pour permettre d'avoir des personnes plus pointues et plus sensibles aux transformations, hein, qui sont en train de se dérouler, et pouvoir du coup, je ne sais pas si on pourrait parler d'efficacité, mais être plus facilement opérationnel dans les entreprises, et surtout dans la transformation de ces entreprises. Mais je ne sais plus qui avait posé cette question à un moment donné, enfin, qui avait déjà été posée cette question, c'est de savoir est-ce qu'il vaut mieux former les personnes qui sont déjà là ou embaucher de nouvelles personnes. Enfin, ça a été posé à un séminaire, voilà, ça avait été posé à un séminaire d'industriels. C'est toujours délicat, et ça marche très bien pour la robotique également, hein. C'est toujours délicat de savoir aussi, je pense que c'est une question de dimensionnement à un moment donné. Est-ce dans quelle mesure on se transforme, et quel est le passage? Qu'est-ce que ça implique, ce passage, en termes de compétences sur les personnes? Donc nous, on forme les nouveaux ingénieurs à avoir cette sensibilité, cette capacité à s'adapter aux transformations industrielles et donc à l'évolution de la robotique industrielle. On a des formations continues pour prendre en compte aussi, permettre aux entreprises de monter en compétences, de faire monter en compétences ses employés grâce à la formation continue. On est capable, je pense que ça c'est un autre volet, on parle de formation, il y a aussi de la sensibilisation aujourd'hui, c'est-à-dire que nous, grâce à iTeam Factory, l'objectif aussi c'est de sensibiliser les acteurs terrain, hein, à cette industrie 4.0, parce que tout le monde en parle. Je pense que c'est devenu je ne sais pas si c'est vraiment finalement l'industrie du futur, hein, parce que j'ai l'impression qu'on y est déjà, hein. Il y a quand même beaucoup de partenaires, là on l'a vu aujourd'hui, hein, qui sont à la pointe et qui sont déjà bien avancés dans l'industrie 4.0, donc c'est plus trop l'industrie du futur, on y est. Mais il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire, parce que toutes les entreprises n'ont pas le même niveau de maturité sur ces principes, sur ces technologies.
Et donc, il y a le côté formation, je mettrai aussi le côté sensibilisation aujourd'hui qui est assez important et qui se fait directement auprès des entreprises en leur montrant ce que c'est, comment on peut faciliter cette transformation et surtout, qu'est-ce qu'on a besoin dans cette industrie 4.0. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins. On n'a pas tous besoin du convoyeur connecté, du robot 6 axes. Tout le monde, des fois, un simple AMR ou une flotte d'AMR répondra parfaitement aux besoins de l'entreprise. Donc, c'est de la personnalisation aussi de la formation, entre guillemets, et de la sensibilisation des entreprises. Très bien, merci beaucoup Fabien. Et en même temps, je vous remercie tous et toutes pour vos interventions qui ont été très intéressantes. Et avant de conclure ce live, je voulais juste inviter, en tout cas ceux qui nous suivent, à nous suivre aussi sur LinkedIn, sur le groupe dédié aux ondes l'industrie, Live IMT pour l'industrie du futur. Vous rappelez juste aussi également que le thème de notre prochain live qui aura lieu le 15 décembre prochain, s'intéressera au télétravail et cela à l'aune un petit peu des questions environnementales. Et sinon, un replay sera de toute façon déjà visible puisque cette émission est en live sur YouTube, où je rassure a priori tous nos intervenants, tout est passé. Voilà, donc nous, on ne l'a pas vu, mais tout est passé, donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Et puis, écoutez, il me reste à vous saluer, à remercier Ella, qui a assuré quand même toute seule ce soir. On a une pensée pour Noah qui n'a pas pu nous rejoindre. Et puis, je vous souhaite donc une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Et puis, merci à vous, en tout cas, pour votre disponibilité. Merci beaucoup. À très bientôt.